Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Alors, dans la suite de l'épisode qu'on a enregistré à Devox il y a 15 jours, on va essayer de reprendre les enregistrements réguliers. Et donc, pour cet épisode, je suis accompagné de Nicolas Steinmetz. Nicolas Steinmetz est CTO d'une jolie startup qui s'appelle Sibeltech. Vous le connaissiez auparavant chez Flovea, mais non, il a rejoint Sibeltech. Et donc, je vais le laisser présenter cette société. Salut Nico. Hello. Eh ben écoute, ça va bien, ravi de vous retrouver. Enfin toi puis tous les autres derrière, il y a pas, je te vois pas encore, enfin, je te vois plus d'ailleurs. Et donc écoute, Sibeltech, c'est simple, c'est simple. C'est pas tout jeune, mais ça a un peu plus d'une dizaine d'années. Mais l'idée, c'est de faire de la simulation autour du vivant végétal. Donc ça va être tout ce qui est cycle de culture en ce moment, c'est maïs, tomates, courgettes, salades, aromates et d'autres. Donc c'est le métier historique, et on travaille en plus aujourd'hui sur des sujets un peu annexes qui touchent à tout ce qui est optimisation de serre. Donc ça va être finalement de récupérer l'ensemble des métriques de la serre et des conditions extérieures de la serre, donc météo principalement, et d'arriver à essayer de trouver finalement les meilleurs réglages pour que en fonction du moment où on se trouve dans le cycle de culture mettons des tomates, on va piloter la serre de la meilleure façon possible en termes d'humidité, chaleur et ainsi de suite, pour créer finalement les meilleures conditions de développement pour ces tomates. Et puis on a d'autres sujets aussi autour de l'analyse d'images satellites, et puis pour essayer d'identifier des parcelles de culture, vérifier que un agriculteur, par exemple, qui aurait demandé des aides pour la PAC, il a bien, s'il a déclaré du maïs, il fait bien pousser du maïs et pas de la jachère, et puis plein de choses comme ça. Ou sur l'état de santé des forêts aussi. Pas mal de choses. Ouais, c'est excellent parce que et puis en plus c'est toujours un peu passionnant. Donc ouais, j'imagine ça doit être assez enthousiasmant comme nouveau challenge. Super. Et donc pour ma part, je suis Vincent Huchling, je suis consultant indépendant. J'aide à imaginer, concevoir et implémenter ces plateformes. J'ai rejoint un de nos auditeurs, il se reconnaîtra puisque il m'a demandé de l'aider un petit peu à faire évoluer leur plateforme data, et j'en suis ravi. Et on va peut-être approfondir un tout petit sujet qu'on a effleuré lors de notre séance live à Devox, qui est un peu la fin de la récré dans l'IA. Et c'est toi, Nico, qui a préparé peut-être une dramaturgie en 5 actes sur ce sujet. C'est ça, j'ai quelques idées que j'ai réussi à rassembler avec Claude, mais effectivement c'est parti un peu dans tous les sens, mais on va essayer de remettre ça dans le bon ordre. C'est vrai qu'au départ, en fait, on a eu un peu on voit effectivement ces dernières semaines un peu un changement. On a eu effectivement une grosse vague d'AI slop, qui était finalement toute cette tambouille, pour pas dire pire, qui était générée par l'IA, qui apportait pas grand-chose et qui a saturé pas mal de gens. On l'a notamment vu dans les projets open source et sur la partie notamment sécurité, où il y avait des personnes comme justement Daniel Steinberg du projet Curl qui avait pas mal décrié cette AI slop, et qui donc au début avait été quand même très très critique. Et récemment, c'est vrai que moi c'est marrant parce que j'ai vu popper trois articles sur finalement de gens de ce monde-là qui ont dit finalement, et ça qu'on voyait bien nous au niveau développement, où on trouve depuis fin d'année dernière, les modèles ont quand même bien évolué, et on voyait aussi du coup eux sur la sécurité et sur les reports qu'ils avaient, ils voyaient les choses évoluer, et ils passaient finalement d'une IA qui était perçue assez négativement vers une IA plutôt positive. Et donc les rapports notamment en sécurité ont bien augmenté. Et du coup, le même Daniel Steinberg, qui est assez connu, du coup, reconnaissait maintenant la qualité des security reports qui lui étaient remontés. Et donc c'est plutôt et puis d'autres gens parlaient du noyau Linux ou d'autres projets qui Ouais, ont c'est pas une histoire par qui rapport confirmaient ce projet-là, quoi. Les mecs disaient on se retrouve avec des commits qui sont générés par de l'IA, avec des textes de commits où on voit bien que c'est ce déchet, ce résidu de texte généré qu'on se ramasse. Donc et c'était à ça qui commençait un petit peu à voir la dérive, quoi.
Ouais, Ouais, puis des choses effectivement. qui est pas beaucoup de valeur ajoutée, faible qualité. Bon, bah, forcément soumis en masse, je me rappelle plus des chiffres, mais ils étaient un peu saturés en volume aussi. Parce qu'à un moment donné, Fion, il avait arrêté du coup le bug bounty de curl. Parce que bon, Ouais. c'est impossible à suivre, ça demandait un effort trop important. Et donc là, effectivement, on voit que ça s'est amélioré. Et bon, effectivement, on a tous eu le moment Mythos, enfin le Claude Mythos qui est sorti avec il est censé être le meilleur expert cybersécurité du monde, mais qu'on peut pas donner entre les mains de tout le monde tellement c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on voit effectivement ce côté un peu, on est passé d'une IA qui était très approximative à une IA qui monte en expertise et du coup, approche assez intéressante. Et Et c c'est et rigolo. Ouais. c'est assez amusant cette histoire de AI slow parce que je me souviens effectivement quand on faisait de l'image générative, enfin de la génération d'images pardon, avec des IA génératives, hem, on s'est retrouvé avec des images qui avaient des trucs qui montraient qu'elles étaient pas réelles parce qu'à un moment donné, les gens avaient 3 ou 6 doigts, ils en avaient jamais 5, tu vois? C'était ce genre de truc-là et ça on le voyait on le voyait, même quelqu'un de non habitué le voyait tout de suite. Alors Mmh. que sur le texte, ça a mis un peu plus de temps à avoir cette énorme redondance et de toute façon, c'était extrêmement c'est aussi le fondement même des modèles. Alors je sais pas quel est la le cycle de régénération des modèles, mais on va commencer à se trouver de toute façon face à des modèles qui ont été entraînés sur du texte qui a été déjà généré par des modèles. Donc à un moment Ouais. donné, on a de toute façon cette convergence, vers le plus sale qui soit, quoi. Donc de toute évidence, effectivement, il y a une petite prise de conscience là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Mmh. Et c'est rigolo, sinon, enfin rigolo. Je sais pas si c'est rigolo d'ailleurs, mais c'est certains projets, sinon comme le projet Zig, sont vraiment allés vers du ban. Donc même si la personne, enfin si le contributeur est suspecté d'utiliser l'IA, il peut se faire bannir du projet. Donc là, on arrive à des positions assez extrémistes. Et il y a aussi, j'ai vu passer un annuaire, je crois que c'est Open Flopware. L'idée, c'est de lister finalement tous les projets open source et leur politique vis-à-vis Ouais, de l'IA, est-ce qu'ils l'autorisent, est-ce qu'ils l'interdisent ou est-ce qu'ils l'autorisent partiellement, etc. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on arrive quand même à des positions. Alors finalement, c'est des gens extrémistes qui refusent l'IA et qui disent, bah non, finalement, j'utilise plus tel projet parce que il accepte l'IA. À un moment donné, what, quoi. Et, euh, et c'est là où, enfin, ça, on en reparlera un peu après, mais c'est vrai que le truc qui est généré, qui a pas de valeur, ça, finalement, ça c'est clairement, euh, enfin, on pourrait très bien s'en passer et ça serait bien que ça disparaisse. Par contre, effectivement, bah, les deux extrêmes sont peut-être à proscrire et c'est une position un peu intermédiaire qu'il faut rechercher, mais on en reparlera plus tard. en 2026, on accélère, je lis, on enregistre 275 millions de commits par semaine. Là où il y avait eu 1 milliard de commits en 2025 au total. Donc ça donne une idée Ouais. du niveau d'accélération de la chose. Et donc, bien évidemment, ce différentiel, c'est pas des nouveaux développeurs, c'est absolument exclusivement des commits qui sont générés par des Cloud Code qui travaillent dans leur coin, qui vont aller committer. Donc c'est là où on voit vraiment qu'on est en train de dériver de manière démesurée, quoi. Voilà. Ouais. Ça, je trouve que c'est très, très quantitatif et pas forcément qualitatif, quoi. Hmm. Yes. Et mais c'est vrai que bon, donc si on a eu de ce moment-là, et ça qu'on sent que ça commence à coincer un petit peu. Donc il y a on a parlé un peu effectivement de la partie acceptabilité. On voit aussi que sur les modèles, ça coince un peu. Il y a eu quand même un petit débat autour de plus 4.7 Hmm. qui a priori avait des meilleures performances, mais consommait beaucoup plus de tokens, donc forcément avec un impact sur la partie facturation. Où on a vu Claude qui, jusqu'à hier ou avant-hier, je sais plus, était obligé avait remis des limites de capacité Absolument. Je me puisque suis fait shooter 2 son, fois cette semaine, ouais. Ouais, je me suis fait shooter 2 fois son cette infra semaine. n'arrivait pas à suivre. Alors heureusement, il va être sauvé par le soldat Elon qui va lui mettre à disposition un bout Ouais, c'est fou ça, hein. de Colossus 1. Alors c'est assez rigolo de voir quand même ce cas de contribution entre des deux acteurs concurrents. Je sais pas comment ils Ouais, font ouais, pour la ouais. confidentialité du bazar, mais bon, ils ont sûrement dû trouver les clauses qui vont bien. Donc effectivement, le Claude va être sauvé par Colossus en partie, sachant que quand même, bon, Elon se garde Colossus 2, hein, faut quand même pas déconner.
Ouais. Et puis on a vu en plus aussi toute une logique de token maxing, alors qui avait notamment été rendu public chez Facebook, mais qui est utilisé chez pas mal de monde, où justement les gens essayent toujours d'utiliser au maximum leur token en mode un peu consommation éhontée, on va dire. Et Ouais, ouais, ouais. plus les gens qui multiplient du coup, tiens, j'ai 1, 2, 3, 4 abonnements Claude Code, enfin Claude Max pour Ouais, alors, contourner euh, les limites de 5 heures, notamment. je serais assez curieux de voir, et c'est peut-être un truc que nos auditeurs pourraient nous dire, le taux d'utilisation, quoi. Moi, je sais que bon, bah voilà, j'ai pas un Claude Max, j'ai juste un Claude Pro, euh, et je le sature de temps en temps, c'est certain, mais pas tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, bon, après, je fais majoritairement pas du dev, donc bon, à un moment donné, effectivement, mais euh, mais ouais, je serais quand même curieux. Toi, je veux dire, on cite toujours en exemple tout ça, Bah, c'est des mais épiphénomènes, oui. foncièrement, Ça, ouais, voilà, c'est quelques cas extrêmes, quoi. quelques cas extrêmes. Donc, dans quelle mesure, effectivement, on est dans quelque chose qui est une réalité ou pas par rapport à ça, quoi. C'est vraiment la question qu'on pourrait se poser, quoi. Mais c'est, non, mais c'est, alors, enfin, rigolo ou pas, mais c'est pas le seul. Moi, je vois pas mal de monde dans d'autres communautés qui sont dans la même logique. Alors déjà, je sais pas tout ce qu'ils ont à faire. Déjà, c'est la première question. Et deux, on en venir effectivement à se réveiller toutes les 2 heures pour voir où en est Claude et faire avancer le truc. Je vois pas je partage pas ni la motivation, et j'ai pas la nécessité, critique que ça avance à ce rythme-là. Ça m'interroge. Je pense que, alors, puis après, on continuera le déroulé que tu nous avais préparé là-dessus, mais je pense foncièrement qu'à un moment donné, euh, je ne serais pas en mesure, moi, d'avoir un œil critique sur tout ce qui est produit Oui, suffisant c'est clair. si ça produisait énormément plus que ce que je fais produire à Claude aujourd'hui. C'est là le vrai sujet, quoi. C'est à un moment donné, je le dis, je le répète, et c'est ce que je dis à tous mes clients, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une boucle de rétroaction où vous contrôlez ce qui est créé, et ainsi de suite. Il faut pas, vous pouvez pas n'avoir un regard que très superficiel sur ce qui a été créé. Mm. Et après, voilà, cette supervision humaine, faut à un moment donné pas se raconter d'histoire, quoi. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et je ne crois pas un instant à l'équipe d'agents qui développent, qui font la recette, qui sont critiques, qui font alors certes, hein, sur des trucs fastidieux comme j'ai fait cet exercice de faire comparer le code développé au spec pour voir dans quelle mesure on avait un décalage et qu'est-ce qui n'était couvert, pas couvert, qui serait un travail minutieux à faire et fastidieux. Et ça, fondamentalement, ça le fait très très bien. Donc il y a évidemment un apport très très important, mais quand même, je reste quand même intimement convaincu que l'humain a encore très largement sa place dans tout ça. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Bien. Ça marche, on y reviendra plus tard. Et sachant effectivement que effectivement face à peu ce côté un peu surchauffe des modèles ou des usages, effectivement, on sent que ça commence à se tendre chez les acteurs, et que le modèle un peu open bar financé par les VC arrive à son terme. On a vu Ouais. là donc GitHub Copilot a annoncé finalement qu'ils arrêtaient une approche forfaitaire et qu'ils passaient sur un mode un peu plus à l'usage au nombre de tokens. On a vu effectivement Entropy qui avait bien bloqué l'usage de certains abonnements max, notamment au travers d'OpenClaw. On a vu pas mal aussi un peu de confusion autour de Claude Code, où il y a eu pendant quelques jours Claude Code disparaissait des abonnements pro, était que dans la partie max, puis finalement on est revenu. Donc on sent que Moi, je l'ai pas vu ça. Alors peut-être que j'ai été en congé pendant ces quelques jours, mais je l'ai pas vu passer ce truc-là. Donc ça a été vraiment, c'est pareil, c'était pendant 24 heures, donc à l'échelle de vie assez énorme, à ouais. l'échelle humaine ça resterait court. Mais Gardons une échelle humaine, s'il vous plaît. c'est ça, gardons l'échelle humaine, mais ça, on sent effectivement que ça hésite pas mal. Et effectivement, bah, ça pose pas mal de questions. Et du coup, et on le voit bien aussi sur les modèles où aujourd'hui,
principalement. On a d'un côté finalement des choses qui sont très orientées sur la performance brute, donc soit l'usage ou soit au niveau de chaque éditeur de modèle qui essaie toujours de grappiller quelques points, des Ouais. benchmarks et ainsi de suite. Et pour autant, effectivement, les usages qui pour l'instant sont encore très minimalistes, enfin dire, enfin effectivement, bon ok, les développeurs s'en sont emparés, un certain nombre de gens s'en emparent, mais en termes d'usage, on est encore très très loin que tout le monde soit dessus. L'a priori, on a vu finalement OpenAI a eu du mal à, même en B2C, à tenir son objectif de 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est quand même démentiel, mais on sent qu'au niveau revenu, et je pense il y a eu quelques petites déceptions cette semaine. Ouais, Et ouais. puis donc on sent que finalement ça coince un peu, ça surchauffe et puis on voit que quand même le compute est finalement le nerf de la guerre. Et après finalement ce qu'on a aussi en parallèle, en parallèle de ça finalement c'est tout le retour un peu l'arrivée peut-être pas tranquille, mais en tout cas le rattrapage des modèles ouverts et que finalement toutes ces enfin tout ce contexte-là finalement est en train d'évoluer et pourrait aussi changer la donne. Bon, je parle même pas du procès là, entre Musk et OpenAI qui peut déboucher Ouais. sur pas mal de trucs aussi, mais ça, bon, là, on va laisser le temps au temps de se faire. Et c'est vrai que là-dessus, sur les modèles ouverts, c'est un truc qui m'a assez amusé, c'est en fait Simon Willison. Donc il y a un blog qui est assez intéressant sur le sujet C'est génial. et à chaque et il s'est amusé. Alors, je sais pas pourquoi il est parti de ça, mais bref, à un moment donné, il s'est amusé à demander à chaque modèle un test donc il dit en gros dessine-moi un pélican sur un vélo, donc ce qui a pas de sens en termes c'est une chose qui n'existe pas. En fait, il a du coup à chaque modèle, il publie cette image qui est plus ou moins réussie suivant les modèles. Et un truc qui est rigolo, effectivement, c'est que le modèle Qwen 3.6, finalement, alors pareil, toujours de selon Simon, a publié finalement pour l'instant le meilleur en tout cas ou un des meilleurs pélicans et en tout cas plus sympa que ceux de Opus 4.7. Donc on peut se demander si finalement on n'est pas un peu aussi à un moment où finalement les modèles open source vont arriver et on va assister à ce moment-là à une complète commodétisation, je déteste ce mot, des LLM. Et si finalement ce test est quelque part un peu un signal que les modèles ouverts arrivent et Ouais. et que le premium finalement des modèles propriétaires américains touche un peu à sa fin, quoi. On a eu la même avec Kimi qui avait arrivé la dernière version arrivait à peu près au même niveau qu'Opus. Et pareil, une DeepSeek V4 où on dit qu'il y a des très bonnes perfs, mais pour un coût moindre. Donc c'est Ouais, aussi en parce train de que changer la donne. et perdons pas de vue, au-delà de ce sujet de modèle ouvert, c'est que le Qwen 3.6, 35 milliards tourne sur un laptop, un gros laptop, Ouais. certes, mais on est très très loin de l'infrastructure nécessaire pour faire de l'inférence avec un Opus 4.7, dont on peut imaginer qu'elle est absolument gigantesque. Je sais pas quel est le nombre de milliards de paramètres d'un Opus 4.7, mais bon, voilà, c'est en centaines de milliards de paramètres quand le Qwen, il est à 35 milliards de paramètres. Donc on a réellement des choses qui sont en train de se remettre un petit peu en place. Et ça fait longtemps qu'on en parle ici, du Ouais. fait qu'on va revenir à des small language models et avec une combinaison de plusieurs, peut-être, small language models moins généralistes, mais un peu plus spécialisés. En fait, aujourd'hui, le truc, c'est que qu'on demande à Claude de faire des PowerPoint, qu'on demande à Claude de rédiger une analyse financière, ouais, c'est toujours le même modèle. Moi, c'est déjà un truc qui me choque quelque part. Je veux dire, foncièrement, celui qui fait que du software development, il n'a pas besoin du modèle qui est capable de faire un business plan, entre guillemets. Ouais. Je caricature, hein. Je caricature énormément par rapport à ça. On me dira toujours que les soft skills qui servent à faire le business plan peuvent être utiles pour faire un bon software engineering avec Claude Code. Je l'admets parfaitement. Mais voilà, mais néanmoins, on démarre un truc gigantesque. Entre guillemets, on est en train de prendre un 35 tonnes pour emmener une cagette de tomates, quoi. Je veux dire, finalement, j'ai dans une Ferrari, mais c'est la même idée.
Oui, voilà. La Ferrari, la cagette de tomates, elle prend une place, pratiquement 100% de la place utile que tu peux mettre dans la Ferrari, hein. Oui, mais pour faire 100 mètres, on n'a pas besoin, quoi. Non, mais, mais tout à fait. Ouais. Non, c'est clair. Et donc, du coup, ouais, on va pas s'en remettre. Non, mais c'est vrai que ça, non, mais ça, ça pose pas mal de questions. Attention, bon, nos prédictions, bon, hormis on est bon sur la durée, on est bon, mais même si la date est fausse, mais c'est pas grave, on va y arriver. Mm. Et c'est vrai qu'aussi, non, c'est vrai que le retour dans les modèles, principalement en vrai que chinois, pose aussi effectivement une grosse question en termes de géopolitique. Et c'est vrai que la question, c'est finalement, est-ce que les gens vont juste privilégier de la performance et vont dire, bah tiens, je prends le meilleur modèle, peu importe son origine. Et donc ça peut être par exemple potentiellement un modèle open source chinois pour certaines tâches, ou est-ce qu'on a une sorte de chauvinisme occidental qui va dire, bah non, on refuse d'utiliser ces modèles chinois et on reste dans un monde, on va dire, principalement américain, en attendant justement que, même si Mistral rattrape son chemin, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à revenir dans l'évaluation de ces Mm. modèles. C'est vrai que c'est une vraie question et il n'y a pas de réponse, je pense, évidente à trouver Ouais, ouais. dans ce Non, sujet-là, mais qui mérite un peu d'y réfléchir. Il y a puis faut aussi regarder le truc, hein, la partie de population qui va être capable de faire tourner ces petits modèles, de faire tourner ces alternatives par rapport à un produit qui a un go-to-market super bien packagé, comme peuvent l'être ChatGPT et les modèles d'Anthropic. À un moment donné, il y a un tel range de compétences nécessaires entre les deux que de toute façon, on va pas avoir 100% du marché qui va basculer de l'un vers l'autre, quoi. Oui, non, c'est Tout sûr. comme par exemple, on dit que OpenAI a sa part de marché B2B, pardon, qui est en train de s'effriter. La Gen AI, pour une immense majorité des gens encore sur le marché, ça reste ChatGPT, quoi. Voilà, pour faire Ouais. clair. Tout le monde n'a pas basculé chez Claude, hein. Il y a que les gens très avertis finalement, ou qui ont déjà fait leurs armes avec ChatGPT, qui éventuellement sont passés sur Claude, hein. Donc foncièrement, il y a et donc a fortiori, on est encore très loin de faire cette bascule suivante sur ces entre guillemets second couteau, quoi, hein, qui Ouais. sont ces modèles moins connus, quoi, hein. C'est clair, hein. Bah, surtout si pour l'instant, tu es dans un abonnement Cloud ou autre. Cela étant, si on a la même conversation dans 3 mois, je suis absolument certain qu'on arriverait à d'autres réponses. Voilà. C'est clair. Non, puis c'est vrai que même déjà, même sur même modèle, se dire, bah tiens, finalement, j'ai une action simple, je prends un haïku, une action un peu plus évoluée, je prends du Mmh. sonnet, et juste quand j'en ai besoin, je prends de l'opus. Déjà, juste ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Ou alors, Ouais, ouais. après, c'est déjà pas simple. Et après, si on me dit, si on veut évaluer plus de critères, enfin, plus de modèles, pardon, euh, faut que l'outil te le permette. Donc, soit effectivement, c'est parce que tu es sur un outil style OpenRouter ou des outils qui sont Mmh. génériques et qui te permettent de facilement brancher ou tester des choses. Et tu vois, ça, quoi, typiquement, bah, dans Warp, là, l'agent la CLI qui est en mode agent, au départ, ils avaient que GPT et Claude, donc forcément, je faisais que ces deux-là. Et là, il y a pas longtemps, donc ils ont rajouté la partie OpenWhite avec, je crois que c'est du Kimi et du GLM. Ouais. Donc là, j'ai passé toute ma semaine en OpenWhite et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que quelque part, enfin, je l'ai fait parce que c'était facile à faire et qu'il n'y avait pas de friction dans mon quotidien, quoi, que je pouvais, Ouais. c'est ça et c'est un des sujets, quoi. Par contre, je trouve cette histoire d'open router et de capacité à basculer de l'un à l'autre peut-être valable quand on est en train de gérer des sessions diffuses qui sont pas du qui n'ont qui ne doivent surtout pas être attachées les unes aux autres. Par contre, l'une des grandes forces de Claude, c'est que dans le chat de Claude, c'est sa mémoire qu'il a sur tout ce que j'ai fait avec lui depuis 1 an. Et Ah oui, c'est sûr. typiquement, quand, par exemple, je lui demande d'analyser un article du web, le dernier paragraphe est systématiquement: «Est-ce que tu penses que ce serait intéressant d'en faire, une news que tu peux mettre, heu, que tu pourras mettre dans un épisode du Big Data Hebdo?» et des choses comme ça.
Si tu es en train de si tu jongles entre différents modèles, ça tu le perds assurément. Oui, mais il le montrait même, enfin, Non, entre j'étais différents pardon, pas différents modèles, entre différents fournisseurs. Puisque bien mmh, évidemment, moi je travaille pratiquement par défaut sur Haiku parce que il me suffit dans une immense majorité des cas par rapport à ce que je veux faire et je monte jusqu'à Opus pour des cas très spécifiques. Mais évidemment, ce que je fais dans Haiku, ce que je vais faire avec un Haiku reste dans la mémoire que Claude a de mon interaction avec lui. OK. Parce que j'ai vu sur un article il y a quelques temps où il disait finalement que même sur enfin, quand tu faisais une tâche donnée, enfin une session, on va dire une session, tu avais intérêt à rester sur tout le temps le même modèle, le temps de ta session, parce que sinon, en termes de contexte, effectivement, c'était un peu pourri. Donc finalement, tu peux pas dire: «Tiens, je fais alors ma première tâche en mode haïku, la deuxième tâche en mode opus, la troisième tâche en mode son», enfin tu peux pas, Alors, si tu switches sur la même session entre les sonnets, enfin entre les je modèles, ça pouvait être moins performant ah, que, que si tu si faisais le tu finalement toute ta session avec un seul et ouais, même ouais, modèle, je quoi. vois bien. Si tu as défini des sous-agents dans ton Claude Code, Voilà, il y a peut-être, ouais, alors là, je c'est peut-être pense géré, que mais tu peux allouer des différents modèles à chacun de ces sous-agents. oui, Et de toute façon, le fait de basculer d'un agent à l'autre, ça revient à faire un slash clear sur ton contexte dans c'est Claude ça. Code. Ça revient à purger ton contexte complètement, le sérialiser dans le fichier, dans un fichier README, enfin dans un README, dans un fichier Markdown, pardon, et ensuite recharger ce fichier Markdown dans le nouveau contexte. Ce qui est plutôt une bonne pratique, hein, parce qu'à un moment donné, quand vous développez, vous faites 250 itérations sur le truc, vas-y, rajoute-moi ça, enlève-moi ça, rajoute-moi ça, remets-le-moi finalement. Le truc, le contexte, il est gigantesque pour finalement peu de valeur dans ce qu'il y a au milieu. Donc à un moment donné, lui dire, vas-y, purge le contexte et refais-toi une vision du sujet, c'est pas idiot non plus, quoi. Ouais. C'est clair. C'est clair. Eh beh, écoute, on va continuer sur ce sujet-là de si on de prendre un peu de recul. L'acte C'est 4 l'acte quand même, 4. on y arrive. Voilà. On On y progresse. arrive, on progresse. On est encore dans les temps. Top, on va y arriver. Heu, c'est un beau challenge avec Vincent. Sur donc acte 4, donc effectivement l'idée, il y avait deux articles que j'avais retenus pour ça. Il y avait un premier article qui était, de IA Ethics Insider, où l'idée finalement qui est de dire effectivement que l'IA pas chère est en train de pourrir finalement, tous nos livrables ou tout notre quotidien. Donc il y avait 3 points que je trouve intéressants dans l'article. Il y avait le premier, c'est qu'une IA quand elle ne sait pas, certaines hallucinent beaucoup. Ouais. Donc celle qui hallucine le moins, enfin dans celle qui hallucine le moins, je les ai pas toutes prises et il faut aller voir le graphe. C'est genre Claude 4.5 Haïku qui hallucinait à hauteur de 25%. Opus 4.7 hallucinait à hauteur de 36%. GPT 5.4 en mode XI, donc ça monte à 89%. Alors ça monte C'est très très dingue. vite. Ça monte C'est très très dingue. vite Dingue. au-dessus des 60 et 80%. Gemini 3 Flash, donc on est quand même sur des modèles un peu costauds, on est à 92, et DeepSeek V4 en mode Flash allait jusqu'à 96%. Donc effectivement, il y avait quand même un sujet de quand l'IA sait pas, faut quand même faire attention à ce que ça peut générer. Quand bien même on lui dirait de pas répondre et de pas chercher quand tu sais pas et puis c'est tout. Donc faut quand même le garder en tête, même si effectivement plein de progrès ont été faits par rapport aux premières versions de ChatGPT et compagnie auxquelles dont on se Mmh. moquait, puisque effectivement ça passe dans tous les sens. Il y a eu aussi tout un sujet autour du au-delà de l'iSlop, finalement c'était un peu le work slop. Ça c'était un terme qui était identifié par des gens de chez Stanford et de chez BetterUp Labs, où l'idée donc effectivement l'IA va plus vite. Donc effectivement ma tâche, au lieu de mettre, je sais pas, 2 heures pour la faire, je vais la torcher puisque c'est le sujet effectivement en un quart d'heure, moins. Mais pour autant, en fait, si le truc il est de mauvaise qualité, finalement, je fais que le passer à mon voisin et Ouais, ouais, ouais. j'arrange pas la productivité de l'entreprise. Donc effectivement, il y a forcément un effet réputation, puisqu'en fait, si on sait que, alors pour l'exemple, Vincent me renvoie toujours des trucs un peu pourris, je vais finir par ne plus vouloir travailler avec Vincent. Donc c'est qu'un exemple, hein, bien sûr. Euh, et c'est vrai que du coup, finalement, donc on va avoir finalement un peu un décalage entre finalement les gens qui font n'importe quoi et puis les gens qui rattrapent ensuite. Mais ça existait aussi avant l'IA. Ouais, ce Et que c'est vrai j'allais dire. C'est pas nouveau.
c'est pas nouveau, c'est juste accéléré et augmenté. Et c'est vrai qu'il y avait une phrase dans leur truc qui était pas mal, finalement, c'est que les coûts d'API, on les voit bien sur tout ce qui est ligne du PNL. Par contre, finalement, tout le coût de vérification humaine, par contre, lui ne soit nulle part. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet qui demande effectivement à prendre un peu de recul et à dire au-delà du truc facile à faire, c'est arriver à des choses un peu plus pertinentes. Et pourtant, il y a une intime conviction qui fait consensus sur le marché que, de manière incontournable, on va être plus productif. Tu peux être Mais productif, ouais. non, mais Bah, tu vois, je veux dire, ouais. ce concept de au plus on produit, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au plus on produit, au plus il va falloir passer du temps à vérifier. Et ça, c'est linéaire, quoi. C'est qu'à un moment donné, on délinéarisera pas du tout le temps de vérification de la quantité de choses qui sont produites. Et globalement, si vous avez une session Claude Code qui vous produit quelque chose où vous en mettez 10 en parallèle dans 10 espaces différents de votre machine, vous devrez vérifier les 10 et passer 10 fois plus de temps à vérifier que ce que vous faisiez auparavant sur une seule. Donc, à un moment donné, et pourtant tout le monde est convaincu que avec ça, le 10x quelque chose, il est là, quoi. Voilà. Mais non. Non, non, bah, c'est clair. Et c'est vrai que bah, là, c'est de Christophe, comment il s'appelle, Tricot, Ouais, ouais, de tout à la fait. Forge qui a fait un billet qui était pas mal sur finalement l'open bar IA est terminé, c'est tant mieux. Et c'est vrai qu'il rejoint plein de choses que j'ai pu voir. Effectivement, faut vraiment faire la distinction du coup aujourd'hui entre la partie vitesse, productivité et valeur. Donc on l'a vu finalement, alors ceux qui font du token maxing, là c'est ok, ils vont peut-être très vite, mais on voit bien, enfin pareil dans l'article au-dessus, il montrait bien que ok, tu token à fond, mais pour autant la qualité elle chute très très vite. Et du coup, et ça on le voit aussi dans un podcast, bah, dans le dernier podcast de Ada French sur la partie Mmh, sur IA et open source. On voit tous, enfin, sur un des points de Jean-Baptiste Kem, c'est de se dire finalement le vrai sujet dans l'histoire, c'est l'ownership que tu gardes sur ton code. ouais. Mais on peut l'avoir sur les documents, enfin sur n'importe quoi. Mais cette notion d'ownership, je pense, c'est vraiment super importante. Et l'idée, c'est finalement le point, c'est qu'il faut arriver à garder le contrôle ou cet ownership et les connaissances. Et derrière, bon, finalement, on peut déléguer des choses à l'IA, mais il faut absolument garder ces éléments-là. Et aussi finalement passer vers finalement essayer d'adapter en fait ses usages en fonction de ses besoins pour un usage un peu plus raisonné. Et tant qu'on a une ressource gratuite, et finalement on l'utilise un peu n'importe comment. Mmh, Et c'est là où finalement le fait que ça se contracte un peu sur les conditions d'usage des LLM peut être intéressant parce qu'on va faire on va dire un peu de FinOps ou un peu d'usage un peu plus raisonné sur l'usage de l'IA et on arrivera à des choses un peu plus intelligentes. Voilà, c'est voilà. Olivier Girardot qui a écrit un post récemment là qui disait on a prédit la mort du SaaS à cause de l'IA et c'est pas parce qu'il y a l'IA générative qu'on va tout remplacer. Et on est passé d'outils SaaS qui avaient été construits pour être déterministes à devoir gérer maintenant l'output de machins déterministes faits par des agents, machins non déterministes, pardon, faits par des agents. Ouais. Et ça, vous allez voir, ça va être bien compliqué, cette histoire. Oui, non, c'est entre la promesse marketing et la et la réalité technique, Hum, hum, hum. il va se passer des petites choses, quoi. Donc ça, sinon, on va dire cette optimisation des usages, c'est plutôt une approche un peu humaine, on va dire, ou un usage réfléchi en fait des solutions. On a que ces optimisations d'usage, on va dire, réalisées par des humains. On peut aussi avoir une approche un peu plus, on va dire, technosolutionniste ou avoir des solutions qui arrivent du monde de la technique. On a eu il y a quelques semaines effectivement des choses chez Google de mémoire et autour de Turbo Quant, où là l'idée c'est finalement si on reste dans le monde des LLM tels qu'ils sont, donc sur la base des transformers, mais on cherche juste à améliorer la compression des clés valeurs dans le cache. Donc ça permettait de rendre finalement des contextes plus longs et ainsi de suite un peu plus viables. Et cette semaine, on a eu un peu une nouvelle révélation, enfin je sais pas si c'est révélation, en tout cas on a une nouvelle annonce qui cherche un peu à défrayer la chronique qui est autour de SubQ, puisque là Ouais. l'idée en fait c'est on sort du dogme des transformers,
Alors si j'ai bien compris et si Claude m'a bien expliqué, ce que j'ai bien lu, heu, dans le monde des transformers, grosso modo, chaque token, si j'ai bien compris et enfin on dès lors qu'on Il y a aborde le dans le mécanisme contexte d'attention. Alors regarde, ouais, j'ai un peu regardé le truc. Tu as le mécanisme d'attention qui est à la source des transformers et des LLM. Et ce mécanisme d'attention, globalement, si tu as 5 termes, bah, c'est 25, quoi, le volume que ça va représenter. ouais, Si t'as 10 termes, il regarde toutes les voilà, toutes les relations et relations, si tu as 10 termes, tu passes à 100 en termes de volume. Et donc, on s'imagine que dès qu'on a des volumes de documents qui vont grossir énormément, on va se retrouver avec des volumes qui deviennent démesurés. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec parfois sur des longs contextes, avec des trucs qui ne marchent absolument pas en termes de, enfin, ou dont le coût devient démesuré par rapport à l'efficacité qu'on arrive à en tirer. Voilà. c'est ça. Donc ce qu'ils appellent la complexité quadratique. Quadratique. Voilà. Donc d'où le fait que ce SSA, qui s'appelle Subquadratic Sparse Attention, eh bien, va permettre d'avoir des coûts beaucoup plus bas que ce qu'on a comme standard du marché aujourd'hui, quoi. Voilà. Effectivement, il garde que les relations qui sont utiles, plutôt que de regarder Voilà. toutes les relations entre les termes et il fait une sorte de filtrage pour essayer d'être plus, focus sur l'information et avoir du coup un coût, quadratique, enfin une complexité quadratique beaucoup plus mince. Donc à voir, ça vient de sortir, c'est accessible sur liste d'attente, il y a plus qu'à attendre. On va peut-être pas parler que de LLM, on peut peut-être se passer un tout petit peu de temps sur, quand même une grosse news quand même de la communauté, parce Ouais. qu'en plus on a quand même des gens un peu actifs dedans, dans notre communauté française. C'est Dremio qui a été racheté par SAP. Enfin, qui est un projet d'être acheté par SAP. Ils ont a priori jusqu'au troisième trimestre de cette année pour boucler la chose, mais c'est quand même un gros sujet, puisque ben, effectivement ça relève d'une grosse volonté de SAP de se positionner sur ces histoires d'agents data, et de côté agentique. Dremio avait un peu essayé de préempter ce positionnement du lakehouse agentique. Alors bon, on pourra en penser ce qu'on veut par rapport à ce genre de choses-là, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, ils avaient construit ce lakehouse au-dessus d'iceberg. Donc Dremio, c'est assez similaire de ce qu'on a pu voir avec Starbus dans un précédent épisode. Et eux, ils avaient vraiment pris ce côté interopérabilité, puisqu'ils étaient très liés à Iceberg, la capacité agentique et tout ce qui s'ensuit. Et donc pour SAP, parce que pour SAP, globalement, chez SAP, ils ont beaucoup de difficultés à faire rentrer beaucoup de données dans leur SAP Analytic Cloud, qui aujourd'hui se reste cantonné qu'à ce qui sort de la donnée opérationnelle de gestion. Et donc pour eux, c'est quand même aussi une grosse opportunité de pouvoir associer à SAP Analytic Cloud des données qui viennent de plein d'endroits différents dans l'entreprise. Et donc c'est effectivement là-dessus qu'ils vont avoir qui vont avoir une opportunité, même si c'est vrai qu'effectivement cette histoire d'agents et d'IA est pas mal pour eux, sachant qu'ils ont aussi racheté une boîte qui fait des modèles qui s'appelle Prior Labs cette semaine, Mmh. donc ils sont un petit peu très en forme en ce moment là-dessus. Euh, Après, chez Dremio, ils avaient une culture open source totalement démesurée. N'oublions pas que comment Jean-Baptiste, ça, c'est Jean-Baptiste Jean-Baptiste, ouais, Onofray. qui est au bord de Apache et chez eux. On peut se demander à quel moment l'open lakehouse de Dremio est miscible dans le closed ERP de SAP, quoi. Donc il va y avoir un choc des cultures, hein, comme souvent quand une boîte très orientée open source est rachetée par une boîte qui n'est pas du tout orientée open source. Il va y avoir quand même un vrai choc des cultures là-dessus. C'est peut-être pour nos amis de Starburst que c'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine. C'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant de ce point de vue-là.
très brièvement, ce n'est pas encore en ligne, mais je pense que ça le sera assez rapidement. J'ai eu le plaisir de faire un talk sur les semantic layers à Devox. J'ai fait un petit article d'ailleurs sur le carnet Data et IA. Vous pouvez déjà consulter. Globalement, l'explication, les semantic layers, à mon avis, ça vaudrait le coup de faire un épisode complet là-dessus. On en a un tout petit peu parlé l'autre jour avec notre ami Victor lorsqu'on a parlé de Starburst, mais c'est globalement comment est-ce qu'on décrit les métriques et comment est-ce qu'ils doivent être calculés, ce qui est déjà utile pour les humains, pour être certain qu'on fasse des calculs qu'on met sur la table du board qui soient corrects, mais c'est surtout très utile pour quelqu'un qui n'a peut-être pas notre capacité de jugement et notre capacité de vérification des choses, qui est un LLM. Donc, quand on vous aura demandé le chiffre d'affaires du trimestre dernier sur les catégories de produits premium pour les 3 meilleures régions du territoire, eh bien, on aura peut-être un LLM qui sera capable de nous sortir quelque chose de correct. Et ça dépasse un petit peu ce qu'on pouvait faire avec du text to SQL en ayant juste le schéma de base de données mis dans le contexte. Donc c'était, comme toujours, ces talks, comme je dis toujours, c'est toujours un exercice super intéressant parce que ça permet de descendre un petit peu et de challenger un peu le sujet. Donc je pense que d'ici peu, vous pourrez regarder ce talk de Devox qui a été capté en vidéo, bien sûr. Et sinon, c'est notre ami Stéphane Eckel de Datanosco qui a fait aussi une interview d'une boîte qui s'appelle Clarifies, qui est un sémantique modèle aussi, un peu avec une approche un petit peu moins exclusivement centrée sur l'aspect métrique. Je te pose pas de questions parce que sinon on est reparti pour un épisode. Donc... Voilà, on se garde ça pour un prochain épisode, sachant qu'effectivement, Nicolas, on est quand même pas très loin de la guidance qu'on s'était fixée qui était de 40 minutes. Et donc, c'est quand même super qu'on ait réussi à faire ça. Et voilà, j'avais préparé en joker, si jamais on avait été trop court en termes de temps pour atteindre ces 40 minutes, de parler de DuckDB. Et ben, je vais me retenir. Je ne vais pas lancer un chapitre de DuckDB, mais sur le Slack, qui va probablement évoluer on va sûrement vous solliciter un petit peu, chers auditeurs, chères auditrices, pour faire évoluer un petit peu ce qu'on fait autour du Slack, pour avoir quelque chose d'un peu plus interactif, où vous soyez un peu plus au centre de ce dont on parle dans les épisodes. Mais ça, on se réserve ça dès qu'on aura un petit peu aligné nos idées avec Nicolas et qu'on aura trouvé comment faire ça. Mais on va sûrement vous solliciter un petit peu pour avoir vos avis et vous crash tester quelques idées. Mais on y travaille. Ça fait partie de ces projets de hard reset qu'on fait sur ce podcast, en se relançant certes un peu tardivement cette année, mais le principal, c'est d'y aller. C'est ça. C'est vrai que pour le coup, la séance à Devox, c'était cool. C'est vrai que ça m'a bien boosté. Et donc, merci aux gens qui sont venus. Ouais, on vous remercie. C'était très sympa. On a passé un excellent moment. Et effectivement, j'ai un petit peu, vous avez pu le ressentir dans l'écoute de l'épisode, c'était un petit peu complexe à monter puisque on est dans des salles qui sont pas du tout faites pour faire de la captation audio. On est avec plusieurs micros autour d'une table, donc ça il y a du chevauchement de son entre les différents micros. Bref, c'est toute une aventure à produire, mais ça en fait quelque chose d'extrêmement sympa quand même. Voilà. Nicolas, un dernier mot. on se retrouve. Je crois qu'on est bon. On se retrouve dans un prochain épisode. Yes, avec plaisir. Allez, salut. Merci à toutes. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt.